Qui dit gloire, dit ambition, rigueur, audace et discipline. La réussite, le but ultime de toute personne ayant des objectifs à accomplir et des rêves à réaliser. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Enactus, un nouveau concept élaboré par le club universitaire Enactus de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, où les étudiants les plus brillants de l'école se rassemblent afin de créer des projets innovants et durables qui ont un impact positif sur leur communauté. Podcast Enactus, l'émission la plus édifiante et inspirante de toutes. Une émission qui vise à impacter et à vous faire découvrir les success stories les plus éblouissantes racontées par des invités qui ont réussi à gravir les échelons de la vie grâce à leur propre détermination et à leur travail acharné. Puisqu'on vient de fêter le 8 mars, rien ne sera meilleur que d'accueillir la première femme maritime nasseuse en eau libre. Une femme combatteuse, sportive, ayant un esprit de challenge et d'audace inconditionnelle. Une femme d'exception, dotée d'une volonté hors norme, qui a réussi à gravir les échelons de la pyramide du succès grâce à sa passion pour la nage libre. Une femme d'affaires, une mère de 2 filles et plus que tous, une excellente nageuse qui transmet toujours à travers ses exploits des messages d'espoir et de bonté. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans le plateau Madame Benbehta Nadja, une spécialiste en branding, en marketing et en communication actuellement, avec une expertise dans la création de marques internationales, le développement de la culture d'entreprise et les affaires publiques dans des environnements à croissance rapide, reconnue parmi les top 30 Afrique des professionnels de la communication à suivre et reconnue par les top 50 des plus aventureux Open Water Femmes dans le monde en 2015. Vous êtes la bienvenue, madame. Merci, Raoula. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous rapprocher un petit peu de votre parcours académique et professionnel? Alors le parcours académique, ça remonte à plus de 20 ans. Alors moi, je suis un pur produit de l'école marocaine. J'ai fait l'ISCAE, donc j'ai fait mon lycée à Rabat et après j'ai intégré l'ISCAE en 1996. Et donc j'ai passé 4 années édifiantes, pour reprendre le mot que tu as utilisé tout à l'heure, à l'ISCAE, qui a été pour moi une grande école, pas uniquement sur le volet scolaire, mais où j'ai eu la chance d'appréhender plusieurs sujets sur le Maroc. Et voilà, et donc après, tout de suite, dès que j'ai eu mon diplôme, donc dans le temps c'était 4 ans, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu une très très belle opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai rejoint Microsoft, Afrique du Nord. Et franchement, je n'ai pas rejoint parce qu'on me proposait un poste sympa ou un salaire sympa, ou au contraire, juste pour l'anecdote, et ça, pour les étudiants qui se posent des questions sur la suite, juste avant Microsoft, j'avais eu une proposition dans une institution de renommée, avec un meilleur salaire, un très joli titre et un très joli bureau. Et puis j'ai eu Microsoft qui m'offrait un salaire qui était moins sympa, un titre, on ne savait pas trop quel titre on allait me donner, et j'avais un petit cubicule. Et finalement, je me suis dit, en fait, je choisis quand même Microsoft parce que j'ai misé, pour moi c'était un investissement. C'est comme si pour moi c'était ma deuxième école. Donc on peut choisir de faire des masters, etc. Moi j'ai choisi de miser sur Microsoft et je suis très heureuse parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est un environnement où les choses vont très vite. On est au cœur de la technologie, c'est un environnement où les choses vont très vite. J'ai vu très tôt, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à travailler, une entreprise qui a une culture d'entreprise extrêmement forte et qui l'utilise vraiment comme un levier d'engagement stratégique pour mobiliser les collaborateurs, pour avoir des ambitions affichées et surtout mobiliser tout le monde pour pouvoir les atteindre. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix parce que finalement aujourd'hui, c'est le chemin professionnel que j'ai choisi, c'est de travailler aussi sur des sujets de marque et de culture d'entreprise. Donc avoir démarré dans une entreprise comme Microsoft a été pour moi d'une grande aide. C'est Microsoft.
tel que l'on le connaît. Alors, si je vous fais un petit flashback, depuis votre enfance, vous aviez l'habitude de pratiquer plusieurs sports d'équipe, voire même du karaté. Mais je rappelle d'un de vos discours, vous avez dit « J'apprends encore à connaître l'océan. Il est mon ami et confident. J'apprends aussi beaucoup de lui à chacune de nos interactions. L'océan est un sage indomptable et intéressable, et il est généreux pour ceux qui savent le respecter. » Oui. Bien, à travers vos mots, il est très clair que vous êtes amoureuse, on va dire, de l'océan. Ma question, c'est pourquoi l'océan et qu'est-ce qui vous a attiré de plus dans ce monde maritime? Alors, la citation, on l'avait prise des Intrépides. D'ailleurs, que je salue les amis de Mentorel qui ont sorti ce très joli livre pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Alors, l'océan. Ma rencontre avec l'océan, elle est un peu particulière. C'est vrai que moi, j'ai démarré, tu l'as dit, dans le sport, et j'ai démarré par goût du challenge. Donc, j'ai toujours pratiqué le sport comme mon principal loisir. Et la natation est restée un petit peu une frustration chez moi. Parce que quand j'étais plus jeune, je voyais ceux qui s'entraînaient en piscine, etc. Moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir pratiquer en club parce que j'ai compris que je pouvais nager un peu tard. Et c'est resté quand même comme une petite frustration. Et puis quand je suis devenue adulte, que j'ai eu ma première fille, j'ai commencé à courir. Parce qu'après une grossesse, on a envie de perdre les kilos de trop. Et de retrouver, voilà, je suis dire la chakra, quoi. et donc j'ai commencé à courir, j'ai couru des semi-marathons, après j'ai couru des marathons, et là je me suis dit, mais c'est quand même dommage, parce que j'avais en tête j'aimais bien nager, j'adorais nager. J'ai nagé en étant adulte, mais toujours des petites distances relativement à maintenant, et toujours en piscine. Et en ayant couru le premier marathon, je me suis dit, je suis sûre qu'il doit y avoir l'équivalent pour la natation, l'équivalent du marathon, mais dans le domaine de la natation pour les amateurs. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'eau libre. Et franchement, au début, j'y suis allée par goût du challenge. Je me suis dit, bon, de la même manière que je me suis mis un challenge de courir, etc. Je vais me mettre un challenge de nager des longues distances en eau libre. Parce que je me suis dit, bon, si je dois aller nager à l'étranger, parce que Dixit, il n'y avait pas encore vraiment d'événements au Maroc. Oui. Et je me suis dit, si je dois me mettre un challenge pour aller nager à l'étranger, bon, il faut que je paye un billet d'avion, que je paye l'hôtel, etc. Je ne vais pas le faire pour une petite distance. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai fait une première course en Espagne, un 6 km. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai bien aimé nager comme ça en mer ouverte, mais c'était encore par challenge. Et j'ai découvert, j'ai compris qu'on pouvait aussi nager entre des détroits, entre des continents, etc. Là où il y a de l'eau, on peut nager en fait finalement en eau libre. Et donc le détroit, je me le suis fixé au début comme un challenge sportif. Et puis, en ayant fait cette traversée, il y a quelque chose. En fait, il y a une porte qui s'est ouverte que je n'imaginais pas du tout. On me pose souvent la question, alors comment c'était, long, dur, facile, les courants, etc. C'est vrai qu'il y avait tout ça. C'est vrai que je me suis beaucoup préparée à cette traversée, parce que encore une fois, en 2015, l'eau libre était quelque chose d'assez récent. Donc puis moi, c'était ma première traversée. Et en ayant fait cette traversée, j'ai découvert l'océan, j'ai rencontré l'océan. Et en fait, ce qui était à la base un challenge sportif est devenu plus un besoin de connexion avec cet élément. En plus, le détroit de Gibraltar, c'est très particulier parce que quand vous êtes au milieu, vous avez en fait d'un côté l'Espagne et de l'autre côté le Maroc. Et c'est quand même assez... comment dire, intellectuellement se dire je suis quand même au milieu de l'océan spirituel et entre deux continents. Et puis bon, il y a toute la mythologie autour du détroit de Gibraltar. Et puis surtout, j'ai en fait, l'océan me permet d'avoir cette connexion avec moi-même que je n'arrive pas à retrouver forcément dans d'autres éléments ou avec d'autres sports. Et ça m'a permis de faire une introspection, ça m'a permis de me sentir connectée à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez, on parle toujours d'humilité face à la nature, etc. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. C'est-à-dire que tout le monde vous dit oui, l'océan c'est plus puissant, la montagne c'est puissant, etc.
Mais quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte à quel point vraiment la nature est bien au-delà de ce que nous sommes. Et vous goûtez de sa bonté encore? De sa bonté, parce que, alors juste pour la petite anecdote, quand on veut traverser le détroit de Gibraltar, on ne dit pas je veux traverser le détroit, mais on dit j'ai envie que le détroit me laisse le traverser. Et donc déjà ça, voilà, ça vous met déjà dans vous savez, كل واحد في بلاصتو, quoi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la veille de la traversée, j'avais passé toute l'après-midi, j'avais dit à ma famille, bon, j'ai besoin d'un petit moment, et j'avais passé face au détroit, et en train de dire, voilà, demain, j'espère que les conditions, voilà, laissez-moi, et j'espère que les conditions seront bonnes. Très bien. Donc, ça vous a pris plus qu'une trentaine d'années pour découvrir cette passion, notamment. Pour une femme à l'époque assez Voilà, maintenant tout le monde sait que j'ai plus de 30 ans. Comment vous avez senti dans votre entourage, que ce soit votre famille ou au sein de la société en général? Alors, là on va parler des sujets qui peuvent fâcher un petit peu, Yek. Moi j'ai eu la chance de grandir avec un papa qui m'a toujours poussée à me challenger et à découvrir de nouvelles choses de manière globale, mais en particulier au niveau du sport. Donc pour moi, ce n'était pas un sujet, parce que j'avais 25 ou 30 ou X ou Y, surtout que je me dis, bon, si les gens font ça au niveau du marathon, pourquoi pas au niveau de la natation? Et ensuite, quand j'ai ouvert le sujet de l'eau libre, que j'ai commencé à regarder un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à plus de 70 ans qui traversaient la Manche, qu'il y avait une Américaine qui s'appelle Diana Niad qui a nagé entre Cuba et la Floride à plus de 60 ans. Là, on ne parle pas de 30 km ou de 40 km, c'est plus de 100 km. Et elle a essayé 5 fois avant d'y arriver et elle n'a pas réussi à 30 ans, elle a réussi à plus de 60 ans. J'étais fan d'une nageuse américaine aussi, mais plus en bassin, qui était la première fois qu'elle a été médaillée olympique, elle avait 14 ans. Et puis elle est retournée, elle a eu à l'âge que j'ai aujourd'hui, elle a eu 2 médailles aux Jeux olympiques à l'âge de 44 ans, sur des distances reines dans lesquelles on retrouve des petites jeunes de 16, 17, 18, 20 ans. Elle avait 44 ans. Donc, je veux dire, quand on voit ça, on se dit, d'ailleurs, elle a écrit un livre où elle dit, qui s'appelle Age is just a number. Et voilà, je me dis, pourquoi elle finalement, quelle est la différence? Et donc, à partir de là, c'est vrai que je me disais, bon, c'est un sport qui est nouveau, qui a ses contraintes. Moi, il se trouve qu'au-delà de la condition physique, finalement, mes vraies contraintes, c'était quoi? C'était le fait que j'étais maman de deux petites, Dixed. Bon, aujourd'hui, elles ont 16 et 14 ans. Donc là, elles étaient encore toutes petites. Un job avec des responsabilités. Donc mon vrai challenge, c'est pas... Parce qu'en plus, moi, je me suis dit, bon, je ne suis pas une nageuse professionnelle. Mon objectif, c'est pas d'aller battre des records. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de vivre cette expérience et de cultiver cette passion. Donc, il faut que j'arrive à trouver en fait l'équilibre qu'il faut. Alors, c'est vrai qu'à côté, au début, j'entendais souvent, oui, mais franchement, ça fait, tu es mariée, tu as tes enfants, il faut que tu passes de temps avec tes enfants. Ils sont à un âge où ils ont besoin de toi, etc. etc. Et puis, franchement, avec ton boulot, comment tu vas faire? Et puis, tu as suffisamment de challenges dans ton boulot, pourquoi est-ce que tu veux aller chercher d'autres choses? Voilà. Et je sais que ça ne part pas d'un mauvais sentiment de se dire non, ne fais pas ça, ou on a envie de t'empêcher. Mais malheureusement, on est câblé comme ça. On est câblé pour se dire, en fait, c'est en train de changer. Quand on se marie, on devient l'épouse de Flaine. Quand on commence à travailler, on a un statut qui est lié à son identité professionnelle. Mais moi, je me suis dit à ce moment-là, franchement, est-ce qu'on a besoin de choisir? Quelqu'un qui choisit de se dédier pleinement à sa famille, tant que c'est son choix, franchement, c'est très bien si on choisit de se dédier pleinement à ses enfants. Si on décide de se dédier pleinement à son travail, c'est très bien aussi, tant que c'est son choix. Moi, je ne m'identifie pas pas uniquement comme une maman
ou manager, ou professionnelle voilà, ou comme nageuse. Ben, moi, j'ai envie d'être un peu tout ça. Non, c'est ça mon identité finalement. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de priorité. Je sais que si demain j'ai besoin d'investir du temps au niveau de ma famille, ben, ça sera ma priorité. Mais charge à moi de trouver le bon équilibre entre les trois. Mais clairement que je refuse qu'on me mette dans une case. Précise. Il faut toujours chercher l'équilibre entre vos responsabilités et votre passion. Bien sûr, après, c'est encore une fois, c'est mon choix à moi. Quelqu'un, encore une fois, qui choisit de se dédier pleinement à sa famille, je respecte complètement le choix des mamans qui disent bah, non, moi j'ai envie pendant que mes enfants sont en bas âge, j'ai envie de passer du temps, ou toute ma vie, je respecte pleinement, tant que c'est son propre choix. C'est conviction. Alors, y a-t-il quelques risques que vous pouvez confronter dans ce type de sport, on va dire? Oui, alors évidemment, là, on est face à l'océan, donc les règles, ou en rivière ou autre, les règles sont complètement différentes. Quand on est dans une piscine, c'est un bassin qui est délimité, avec la même profondeur tout le temps, la même température tout le temps, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Quand on est dans l'élément libre, il faut se dire, l'océan, il y a des vagues, il y a des courants, il y a du vent, et puis surtout, vous pouvez avoir les meilleures prédictions météo, ça change et c'est imprévisible. Et donc clairement, évidemment, il y a des risques. Et puis bon, on peut y rajouter l'élément, les rencontres marines qu'on peut faire dans l'eau. Après, comme tout risque, on anticipe, on mesure. Par exemple, la chose sur laquelle je suis franchement intraitable, c'est avant de faire une traversée, je m'assure que j'ai toute la sécurité qu'il faut pour m'accompagner. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas une tête brûlée, et puis je ne cherche pas les sensations fortes avec... voilà. C'est-à-dire que pour moi, quand je vais nager, j'ai besoin de cette connexion, j'ai besoin de réaliser aussi des choses, mais il faut que ce soit dans des conditions... Bien sûr, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est de tout repos, mais je m'assure que j'ai la sécurité qu'il faut pour m'accompagner. De la même manière que je dis à tous les gens qui veulent se mettre à l'eau libre, la première règle, c'est qu'on ne vient pas et on ne se dit pas je vais aller me jeter et nager dans l'océan sans connaître le courant, sans connaître... Parce que quand vous arrivez dans une plage et que vous regardez comme ça, vous avez l'impression que le plan d'eau il est parfait, que les vagues elles sont d'une certaine hauteur, qu'il n'y a pas de courant, mais c'est pas visible. Je veux dire, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc la première des choses, on demande aux gens qui connaissent la région. Je ne vais jamais nager seule où j'ai une sécurité, une bouée qu'on s'accroche, etc. Je préviens. Voilà. Donc il y a quand même, ça fait justement partie du respect de l'océan. De l'océan. Un moment fort que vous avez vécu en plein air, libre ou nageant? Alors franchement, il y en a plusieurs. J'ai la chance sur certaines traversées de vivre des moments de grâce. Traversées ou parfois juste quand je vais nager, mais vraiment, je vis des moments de grâce. Je ne sais pas expliquer comment ça vient, mais c'est des moments de pleine connexion où j'ai l'impression de faire vraiment corps avec l'élément. Et quand je sors, j'ai l'impression d'être comme remise à neuf. C'est comme quand vous rebootez un système, j'ai l'impression de ressortir complètement remise à neuf. Et il y a des moments, donc il y a ces moments de connexion, mais il y a aussi des moments très particuliers. Moi, j'ai eu la chance déjà sur la traversée du détroit, j'ai eu des espèces de gros dauphins qui sont venus, des baleines pilotes, mais c'est des gros dauphins qui sont venus me rendre visite. Une fois, j'étais en mission, mais pour de vrai, c'était vraiment du boulot. J'étais à Maurice et je suis sortie, j'ai demandé à sortir nager dans une baie et j'ai nagé avec une 50aine de dauphins. Et je précise, en totale liberté, en respectant leur rythme et voilà, parce que j'en profite pour passer un message. Les parcs aquatiques et tout ça, où on a des dauphins en captivité, à bannir. D'accord.
Alors, quand vous êtes, si j'emprunte le mot du monde professionnel, une experte dans la nage libre, comment vous voyez le futur de ce sport au Maroc? Alors, une experte, je ne sais pas, j'ai un peu d'expérience que je partage volontiers. Bah, c'est un sport qui est en train de prendre parce que franchement, on a plus de 3000 km pardon, de côte. Donc, c'est fabuleux, c'est un terrain de jeu qui est énorme. Donc, il se trouve qu'il y a déjà un événement d'eau libre depuis 2015 et je suis très fière d'être marraine de cet événement depuis son démarrage. Et on a vu l'évolution les premières années. On avait principalement des étrangers qui participaient. Aujourd'hui, on a quasiment la moitié, ce sont des Marocains. Donc, c'est génial. Il y a de plus en plus de Marocains aujourd'hui qui ont découvert en fait, et qui ont goûté à l'eau libre. Et puis, j'espère qu'on aura encore plus d'événements comme celui du Morocco Swim Trek à Dakhla. Ben, je pense, moi j'ai envie maintenant à... Marhaba, rendez-vous en novembre prochain alors. Inch'Allah. Alors, le 30 juillet, ça vous rappelle certainement un événement mémorable, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette expérience? Le 30 juillet, c'est, comment dire, le 30 juillet 2022, ça a été pour moi une nouvelle étape dans ma relation avec l'océan. Pour l'histoire, en fait, il faut revenir un peu à l'histoire, mais comme je disais, tu disais tout à l'heure dans la citation, l'océan est mon confident, et je le pense vraiment dans le sens où quand je vais bien ou quand je vais pas bien, bah, j'ai cette espèce de... Je vais nager parce que j'ai un échange finalement avec moi-même, mais grâce à l'océan qui me permet de me remettre les idées au clair et parfois juste d'évacuer certaines émotions. Et en fait, en 2018, j'ai perdu une tante, Allah yarhamha, des suites d'un cancer. Et cette tante donc, habitait au Canada depuis plusieurs années, et quand elle est tombée malade, et surtout à la fin, parce qu'elle a eu une phase de rémission, à la fin, elle ne pouvait plus évidemment voyager. Et donc, quand elle est décédée, on n'a pas pu lui dire au revoir. On était plusieurs de la famille à ne pas pouvoir lui dire au revoir. Et cette tante m'appelle pour me dire au revoir. Et elle était très particulière parce que c'était un sacré personnage, une femme battante qui n'avait pas... Il y avait très peu de choses. Je ne sais pas s'il y avait vraiment quelque chose qui lui faisait peur. Et surtout, elle aimait vivre pleinement, mais vraiment pleinement. Et donc, quelques jours avant son décès, elle était à la clinique, elle m'appelle pour me dire au revoir. Donc moi, évidemment, je lui ai dit, mais non, le discours qu'on dit toujours, mais non, accroche-toi, etc. Elle me dit, écoute Nadia, je sais que je suis en train de partir. Là, j'attends juste ta tante, ma tante qui allait la rejoindre. Et elle a pu voyager pour la rejoindre. Elle me dit, je l'attends. Et après, je sais que je pars. Donc, je t'appelle parce que je t'aime beaucoup et j'ai envie de te dire deux choses. La première, c'est que je pars sereine et heureuse. Et la deuxième, c'est que je pars sans aucun regret. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie. Elle a eu son deuxième mari avec qui elle a partagé des moments formidables, son fils qu'elle a beaucoup aimé évidemment et qui l'a beaucoup aimé. Et elle m'a dit c'est la première des choses, donc beaucoup d'amour. Et la deuxième, c'est que j'ai toujours fait ce qui me plaisait et ce qui était important pour moi. Elle me dit tu me connais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un m'arrêter Et voilà. Et elle m'a dit bah, c'est le méchant. Voilà, j'ai envie que tu gardes ces deux choses-là. C'est la première, c'est cultive beaucoup d'amour autour de toi. Et la deuxième, c'est ne laisse jamais personne te dire d'arrêter ta passion. Voilà. Et donc continue à fond. Et donc, c'était la veille de vacances, on était partis à Tarazout en famille, et puis c'est là où on nous a appelés pour dire, quelques jours après, ça y est, elle est partie. Et donc, je vais voir l'océan, je vais face à la mer, et je regarde, j'étais à Tarazout, et je regarde comme ça, et je dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir lui dire au revoir et lui rendre hommage un jour? Et là, je me suis dit, bah,
un jour, je vais nager entre Tarazout et Agadir. J'avais aucune idée ni de la distance. Je savais qu'en voiture, c'était plus ou moins une demi-heure, mais je n'avais aucune idée ni de la distance, ni des courants, comment ils se comportaient, etc. Mais j'ai pris cet engagement. Après 2019, j'avais eu des soucis de santé, donc c'était pas possible. Après, il y a eu le Covid. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai raconté, j'ai partagé cette promesse avec quelques personnes qui sont proches de moi au niveau du boulot, dans mon équipe. Et j'ai surtout beaucoup de chance, et ça a fait sens. J'ai la chance d'avoir une relation, comment dire, au-delà de la relation professionnelle, avec beaucoup d'affection avec mon équipe. Et en 2022, ils sont venus me voir le jour de mon anniversaire et ils m'ont dit écoute, on t'offre un voyage à Tarazout avec une seule condition, c'est que tu tiennes ta promesse à ta tante et que tu nages. Et là, je me suis dit, ben voilà, la preuve que cultiver l'amour est quelque chose d'important. Ils ont eu cette attention qui finalement, c'est grâce à eux. D'ailleurs, je leur ai dit, les vagues se forment grâce au vent. Et je leur ai dit, vous êtes le vent qui a créé Pink Wave. Et donc, ça y est, il fallait que je tienne ma promesse. En juin, je commence à y réfléchir. Et en parlant à des partenaires, ils m'ont dit, écoute, c'est bien de le faire à... donc je voulais le faire à la mémoire de ma tante, mais le faire seule, toute seule, et d'aller juste nager, et voilà. Et puis donc des partenaires m'ont dit, bah, pourquoi est-ce que tu pousserais pas les choses un peu plus et en faire aussi quelque chose d'utile. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir, qu'on a créé Pink Wave, qu'on a appelé cette initiative Pink Wave comme une vague d'espoir. Et donc on l'a appelé Pink Wave Nager à contre-cancer. J'ai eu la chance encore une fois d'avoir des amis, des partenaires, tous les gens que j'ai appelés à ce moment-là pour leur dire voilà, je veux lancer cette traversée, mais on a besoin de moyens. Donc j'ai appelé la Fédération royale de sauvetage parce que je ne peux pas juste aller me jeter et nager entre les deux villes, qui ont tout de suite dit oui. Les amis du ruban rose, je leur ai dit voilà, j'ai envie de nager, j'ai besoin d'une association partenaire pour qui je vais nager pour lever des fonds. Ils ont dit oui. Mon entreprise, la MDJS, NAPS, 2M, tout le monde en fait a joué le jeu et franchement, ça me prenait à chaque fois 30 secondes pour que les gens disent oui. Alors après, pour l'anecdote, bon, malheureusement, j'ai eu le Covid entre-temps. On a commencé à travailler mi-juin, vers le 20-21 juin, je crois. Et je crois le 3 juillet, Covid. Donc j'appelle tout le monde, je leur dis, on arrête. Le temps que je vois comment ça va se passer. 12 jours après, heureusement, ça allait un peu mieux. Les entraînements Kanouchouya, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je vais trouver un plan B. Il faut y aller. Je vais y aller parce que le purpose, tu vois, c'est au-delà de moi. Cette fois, je ne suis pas en train de nager pour un challenge, je suis en train de nager pour une cause. Oui, c'était un engagement que j'avais pris et je me suis dit par contre, je vais avoir un plan B. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a appelée de France. Quand elle a su, elle m'a dit je viens pour aider. Et donc je lui ai dit écoute, tu as ta place, tu vas être sur le Zodiac, c'est toi qui vas me donner les ravitaux, donc tu sais comment ça se passe et tout. Et puis si jamais pour une raison ou une autre, j'arrive pas à finir, parce que je ne sais pas comment ça se passe après le Covid, ça faisait même pas les 1 mois, etc. Et donc je lui dis voilà, si jamais il y a un bug, voilà. Mais au moins on la fera cette traversée. Et finalement, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. C'est fabuleux, c'est très émouvant. Pour moi, ça donne de l'espoir encore. Pour moi, ça a été encore une fois une nouvelle, quelque chose de nouveau, parce que je sais que maintenant, à chaque fois que je me mettrai à l'eau, ça sera pour une raison. Oui. Parce que je crois que j'ai beaucoup pleuré, mais beaucoup pleuré. J'ai pleuré au départ, j'ai pleuré pendant, j'ai pleuré à l'arrivée, parce que c'était pour moi une manière de faire mon deuil, mais aussi au moment de partir. La Tefa Sherif, donc la présidente de l'association Les Amis du Ruban Rose, elle me dit, tu sais, il y a des dames qui sont atteintes de cancer, certaines qui sont en soins intensifs, elles sont en train de t'envoyer des messages pour dire bon courage et merci. Franchement, quel choix j'avais
à part arriver à Agadir. Et je me dis, c'est pas grand-chose. Et si ça peut porter un message, il faut le faire. Un flambeau d'espoir que vous avez porté pour ces femmes. Alors, quand vous êtes actuellement Chef Brand and Engagement Officer, auriez-vous des projets futurs en tête, que ce soit dans votre carrière professionnelle, des postes, pourquoi pas des projets d'entrepreneuriat, ou également des marathons ou des records à encore accomplir? Alors, vous voulez que je me fâche avec mon entreprise? Non, alors je vais vous dire, j'ai démarré chez Intelsia il y a 10 ans maintenant, et là aussi c'était une aventure, parce que quand j'ai démarré, la boîte faisait 2000 personnes, 2 pays, aujourd'hui on est 40 000, 17 pays, et c'est pas fini, il y a encore de grandes ambitions. Et moi là, ce qui a fait que... Pour tout à l'heure le parcours, j'ai travaillé chez Microsoft, ensuite j'ai travaillé chez Western Union et ensuite j'ai travaillé chez Logica. Donc que des boîtes anglo-saxonnes, leaders dans leur domaine. Et donc en arrivant chez Intelsia, beaucoup de gens me disaient mais tu quittes quand même les multinationales, etc. Mais pour moi, je rejoignais une aventure. Et je voyais l'opportunité de contribuer à construire quelque chose. Et surtout, quelque chose qui me tient à cœur, c'est une marque et une culture d'entreprise. Et je me suis dit, mais quelle fabuleuse opportunité qui se présente à moi de voir, parce que quand j'étais finalement dans les autres multinationales, j'ai beaucoup appris, mais j'étais plutôt dans une position de consommatrice en fait de la marque et il fallait l'adapter pour les marchés dans lesquels j'étais, etc. Mais c'était pas, elle ne se créait pas là où j'étais. Là, j'ai la chance de faire partie des équipes qui créent finalement cette marque, qui continue à la faire vivre, qui contribue à façonner la culture d'entreprise et à l'insuffler dans de nouveaux pays, auprès de nouvelles entreprises dont on fait l'acquisition. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de formidable. Et la deuxième chose, donc j'ai envie de dire que quelque part, j'ai entrepris, en fait, j'ai eu la chance d'entreprendre des projets chez Intelsia. Et l'autre point, c'est que j'ai aussi la chance de travailler sur un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la RSE. Aujourd'hui, la responsabilité sociale d'entreprise, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas du mécénat, hein, il faut bien faire la différence, c'est quelque chose qu'on fait parce que alors ça fait partie de notre ADN, parce que nous on a envie d'être une entreprise qui a un impact, mais c'est aussi, il y a aussi un rationnel business. Aujourd'hui, les clients, ils veulent travailler avec des entreprises qui sont engagées sur un certain nombre de volets. Et donc j'ai la chance d'avoir également ce sujet à traiter avec l'équipe dans ce que je gère. Et pour moi, c'est une formidable aventure aussi de structurer en fait notre stratégie RSE, de mettre en place les actions qui permettent de lui donner vie. Et donc, in fine, la notion d'impact, je la vois. C'est-à-dire que quand on va aller s'installer dans un nouveau pays, on crée des emplois et ce sont des emplois qui sont durables. Quand on s'investit, un des axes de notre responsabilité sociale, c'est la solidarité avec les communautés, parce que là où on est, que ce soit à Douala, au Cameroun, ou bien à Maurice, ou à Tana, à Madagascar, ou à Dreux en France, etc., il y a des communautés qui nous accueillent et on pense qu'on a le devoir de give back à ces communautés. Et aujourd'hui, moi, ma plus grande fierté, c'est de voir des collaborateurs qui se mobilisent de manière bénévole pour aller justement faire du give back. Et donc, j'ai envie de dire, j'ai plein de belles choses que je fais aujourd'hui dans mon métier. Je continue à m'amuser parce que tous les ans, j'ai de nouveaux projets que je lance avec l'équipe, de nouveaux défis. Donc, c'est-à-dire que même en étant, on va dire, salarié, j'ai la chance de pouvoir entreprendre et driver en fait de nouveaux projets.
Et puis surtout à côté, j'ai tout mon investissement aujourd'hui, mon engagement en plus de mon parcours, on va dire, de ce que je fais en tant que salarié, qui me nourrit. Et puis évidemment, j'ai ma passion pour le lot libre. Des records à venir? Record, non, parce que comme je disais, aujourd'hui, si je nage, c'est par passion et aussi parce que j'ai envie de nager de continuer à nager, mais pour du sens et par engagement. Et donc, alors évidemment pour me faire plaisir aussi, donc j'ai une amie qui est venue à Dakhla, une Italienne avec qui on a envie de partager d'autres traversées ou d'autres événements. Mais j'ai surtout envie de continuer Pink Wave. Et aujourd'hui, Pink Wave, on est en train de le structurer en collectif. Pink Wave, j'ai pas envie de le porter seul, j'ai envie qu'il y ait d'autres communautés qui le portent. Parce que je pense que plus on sera nombreux à parler de ce sujet, plus l'impact sera important. Et donc, il y aura des challenges qui arriveront dès 2023 pour continuer l'aventure Pink Wave. Bon courage. Donc, parlons du Pink Wave et de la femme. Et comme j'ai déjà dit, on vient de fêter la Journée internationale de la femme la semaine dernière. Donc, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes étudiantes ou si on parle de la femme en général? La première des choses, c'est de rêver. Parce que tout commence en fait par un rêve. Et c'est vrai que ça peut paraître quelque chose d'évident, parce que tous finalement on rêve quand on dort, voilà. Mais là je parle de rêver et de rêver grand, parce que pourquoi se limiter en fait dans ses rêves? La deuxième des choses, c'est que le travail de se connaître est un travail qui est extrêmement important. Donc il faut passer du temps avec soi-même, parce qu'en apprenant à se connaître, en dialoguant avec soi-même, d'abord on peut finalement identifier que parmi ces rêves, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Parce que bon, ça commence par un rêve, mais après pour réaliser quelque chose, il faut que le transformer en voilà, il faut se dire surtout, il faut le transformer en objectif clair, avec un délai, un parcours, etc. Et donc, passer du temps avec soi-même est extrêmement, extrêmement important. Et aujourd'hui, on est tellement sollicité, sursollicité par ce besoin d'instantanéité dans les réponses, dans les interactions, que finalement, combien de temps on passe réellement avec soi-même? Donc il faut se provoquer et créer des moments où on va échanger avec soi-même, se dire, finalement, moi, je suis qui vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est quoi mes forces? Etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à un instant et on s'arrête. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire de manière continue. Et après, évidemment, une fois qu'on a osé rêver, il faut oser faire aussi. Et de se dire que finalement, ce qui va faire qu'on arrive là ou là ou là, ce sont ses propres choix. Et donc, quelque part, il faut assumer sa responsabilité. C'est de se dire, oui, peut-être que le statut de femme est un peu plus compliqué, oui, mais si j'ai vraiment envie de réaliser quelque chose, que ce soit en entreprise ou dans sa vie personnelle, il faut se dire comment est-ce que je vais arriver, il faut investir, et comment est-ce que je vais arriver à contourner ces obstacles. Parfois, on n'a pas besoin d'être systématiquement dans le dur pour avancer, être dans la confrontation, etc. Parfois, c'est nécessaire. Et parfois, on essaye de trouver des chemins de contournement, bien s'entourer. Bien s'entourer, franchement, on n'est pas seul. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand vous me voyez nager, on me voit moi nager, mais autour, il y a la sécurité, il y a les amis, il y a la famille qui me porte, il y a les gens qui m'encouragent. Et puis, s'entourer, mais bien s'entourer. C'est-à-dire que vous allez, le plus simple, parce que c'est très facile d'aller de décourager quelqu'un, de dire « oui, mais franchement, pourquoi tu fais ça ?» Et de dire du négatif, c'est extrêmement facile.
et écouter et se laisser comment dire, se Se retenir, laisser aller etc. avec ce courant C'est très, très négatif. facile. Oui, exactement. Donc, moi, ce que je dis, quand on me dit, oui, mais comment tu as fait quand les gens te disaient, elle lèche ou qui fâche, etc., je dis, ben, la recette, elle est très simple. Je fais ça, et je vais chercher, et je vais chercher là où je trouve du soutien positif. Positif, oui. Et parfois, ben, quand c'est compliqué, il y a des gens, franchement, je me dis, moi, je ne veux même pas me casser la tête à les écouter. Franchement, ils ne signifient pas grand-chose voilà. Et puis, s'ils ne m'apportent que ça, ben, je n'ai pas besoin de... Pour des gens qui sont importants dans ma vie, comme ma famille, comme mes amis, etc., le dialogue, prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce que ce projet il est important pour moi, rassurer. Parfois, vous savez, moi, quand je sais que... Et vraiment, ça me fend le cœur. Je sais qu'à chaque fois que je vais nager, ma mère, elle a... Voilà, c'est une maman. Donc forcément, elle a... Donc je prends le temps de lui dire, écoute... Donc elle est là, elle a envie de me dire, tu sais, ouais, ça fait mal quand tu as fait ça. Et je sais parce que c'est sa peur qui parle. Donc, ben, c'est le cœur de la maman qui exactement. parle. Donc je vais essayer de lui expliquer, de la rassurer. Donc voilà, rêver, prendre le temps de se connaître et de manière régulière prendre ce temps avec soi-même, transformer ça en des objectifs, s'entourer avec les bonnes personnes. Et dans ce chemin-là, franchement, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé très tôt, mais trouver le sens. Vraiment identifier le sens de ce qu'on fait, parce que c'est un formidable levier pour vous faire avancer. Parce que si on se dit, bon, bah, je vais faire de brillantes études parce que c'est la norme, il faut faire de brillantes études. Après, je vais travailler dans ce secteur parce que oui, je pense que c'est bien, etc. C'est réussi. Mais si je me dis, mais en fait, quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie, et je vais trouver le sens que je donne à ce que je fais, et donc je vais trouver le sens de au combat que je mène, je vais trouver le sens au sacrifice, parce que bon, il ne faut pas croire, quand on s'engage dans ce genre de chemin, c'est beaucoup d'abnégation aussi. Et le sens, finalement, bah, pour moi, c'est un formidable driver. Et être passionné. Parfois, quand on me dit oui, mais moi, j'ai pas de passion, je dis oui, mais bien sûr. On ne se lève pas un jour et on se dit bah, je suis passionné par ça. La passion, c'est de la curiosité et du travail. On devient passionné une fois qu'on a fait, refait, et qu'on arrive à un certain niveau de maîtrise, j'ai envie de dire. Donc, si on veut, on peut, comme on dit. Évidemment. Yes, we can. Un dernier mot à adresser ou un message? Franchement, vivre pleinement. Vivre pleinement, et j'ai envie de dire, moi, il y avait quelque chose que j'aimais bien dire, c'est, on dit souvent, il ne faut pas faire de vagues. Aux jeunes, on leur dit, ouais, Ndek, il ne faut pas faire de vagues. Ou bien, tu sais quoi, il faut que tu prennes la vague et surfer sur la vague. Moi, j'ai envie de dire, il faut créer sa propre vague. Voilà, make your wave. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, Khaoula. Nadia Bahtan, la femme qui a découvert la magie de la vie marine, qui a croisé le chemin de baleines pilotes, qui a nagé avec des dauphins dans l'océan Indien et qui a admiré des baleines dans le Pacifique. À travers ces rencontres extraordinaires dans les océans, elle a réussi à expérimenter la paix que procure la connexion à la nature et à l'univers. Je vous remercie encore une fois, madame, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ce parcours aussi éblouissant tel que vous êtes. Et there are no secrets to success. It's the result of preparation, hard work and learning from failure. Chers spectateurs et spectatrices, on arrive à la fin de notre épisode en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous l'épisode prochain avec un nouveau invité et une nouvelle histoire. Bravo.